Ouais, donc bonjour à tous. Bienvenue ce soir pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ce soir, j'ai décidé d'inviter deux amis, Christophe Biteau, arboriculteur dans le 35 qui va prendre la parole, et Michel, agriculteur également du 61 dans l'Orne. Donc ce soir, c'est la résistance s'organise au verger de la Motte. Le combat continue, on va pas baisser les bras comme ça. Je vais donner la parole à mon ami Christophe qui a une ferme à sauvegarder et donc là c'est un peu exceptionnel mais à mesure exceptionnelle, vidéo exceptionnelle, on va essayer de dénoncer ce qui nous arrive pour que les gens ils nous soutiennent même s'ils mettent 1 euro ou 10 euros pour réparer l'injustice qui est menée envers les lanceurs d'alerte. Que tu es un lanceur d'alerte toi aussi Christophe. Allez vas-y Christophe, je te donne la parole. Voilà, bon, une petite présentation rapide. Moi, j'ai 56 ans. Je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, en fait. Jusqu'à présent, c'était pas le cas. Ouais, lanceur d'alerte sur quoi? J'ai à mon actif quelques quinzaines d'années de procédures contre le Crédit Agricole pour faux usage de faux et utilisation de comptes dormants. Il y a une loi de 2009 qui a été faite par moi qui a obligé les banques à donner la preuve de la véracité d'une personne physique devant chaque compte, ce qui vous a tous obligés à amener une pièce d'identité en face de chaque compte. Parce que j'ai démontré que les banques avaient beaucoup plus de comptes que de sociétaires à un certain moment. Voilà pour l'historique. Dernièrement, je me suis retrouvé à dénoncer la volatilité de produits phytosanitaires qui m'ont dégradé mon exploitation 2023. J'ai perdu la totalité de ma floraison à cause du S-métolachlore qui a détruit l'intégralité d'une trentaine d'exploitations de floraison dans des exploitations sur le Grand Ouest. Ce qui nous a fait révélateur d'une situation de fait, c'est que les marchands de produits, en fait, à force d'être accusés de polluer les nappes phréatiques et l'eau que nous consommons, ont travaillé sur les adjuvants qui entourent leurs produits commerciaux pour en faire des produits non lessivables mais qui sont devenus satellisables et qui donc ne polluent plus l'eau mais polluent l'ensemble de l'air que vous respirez. La problématique étant que l'eau, on peut s'en passer. Je vous conseille de boire du cidre, ça fera fonctionner mon exploitation. Et malheureusement, l'air, non, c'est pas possible de s'en passer. Et donc, on a un gros problème de santé publique aujourd'hui parce que quand il s'agit du prosulfocarbe qui a une consonance aujourd'hui de produits cancérigènes avec des mortalités et des soucis sur les fœtus, il y a de quoi s'inquiéter. Le S-métolachlore, c'est le plus vieux produit. Bon, on est arrivé, après bien des déboires et des bagarres contre mon préfet, à le faire, à lui faire supprimer son AMM par Bruxelles. Parfois, l'Europe peut servir à quelque chose. C'est rare. Je suis dans l'obligation cette fois-ci de souligner que, des fois, oui. On a des parlementaires européens qui servent à quelque chose et je remercie Benoît Biteau particulièrement pour ce fait historique. Voilà. Je vais pas aller plus loin sur mes combats. Il y en a eu un paquet. J'étais gilet jaune, enfin anti-pass sanitaire surtout. Je crois que sur le sujet, l'agriculture est le parfait témoin de ce qu'ils veulent nous faire, enfin à l'ensemble de la population, de la mettre sous dépendance, parce que avec le salaire minimum qu'on veut instaurer, la fin du numérique, le droit de vivre ou de manger sera la prochaine bagarre qu'il y aura à mener. Et si on se bat pas et si on n'en a pas conscience, croyez-moi, ils vont pas s'en priver. L'agriculture référente dans la matière est mauvais exemple parce que je pense qu'on a servi de test en acceptant par le biais de la PAC de dépendre à 80% des aides de l'État. C'est ce qui va arriver à tout le monde, soit par le biais du RSA, soit par le biais du chômage, soit par le salaire universel. Euh, Putain de merde, il est grand temps de se réveiller. Parce que
quand vous êtes sous perfusion, c'est le meilleur moyen de tenir la population. Pour preuve, nos combats à Philippe, moi, Michel, et les bâtons dans les roues qu'on nous met, dès que c'est possible, ils se gênent pas parce que ce soit les impôts, moi j'ai un crédit d'impôt là qui tarde à venir. Quand on a connu dans le cadre de la bio 3 années sans paiement des primes bio, alors que nos collègues conventionnels les touchaient, soi-disant pour un problème informatique. Non, non, c'est de la manipulation de masse, ça s'appelle. C'est un moyen de tenir les gens. Donc aujourd'hui, moi, je suis fatigué de mes combats. J'ai une multitude du fait d'avoir attaqué par mes voisins pour pollution il y a 2 ans. J'ai attaqué l'État par le biais des tribunaux administratifs et j'ai donc dû me retourner contre mon préfet. Mon préfet s'est très bien défendu. Enfin, je pense que là, il y a un niveau de corruption tel au sein des tribunaux et des juges, sans vous parler des détails, mais clairement, on avait une procédure et des preuves hors normes. Un juge acquis à la cause, tellement la partie adverse s'était fait démonter au tribunal administratif. C'est tout juste si on n'avait pas eu les applaudissements des juges en présence. Et on a perdu. Parce que la puissance publique, et en l'occurrence un préfet qui n'est non élu, qui ressemble pas à l'intérêt général, euh, euh, payé par les lobbyistes, arrive à ses fins. C'est l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, où l'état de droit confondu ses droits et le droit de l'État. C'est plus du tout les mêmes. Et par contre, pour le commun des mortels, sans moyens financiers, c'est se retrouver sans droit. C'est mon cas. Donc là, je subis des contrôles dans tout genre, des redressements fiscaux. Là, j'ai reçu 5 700 € d'amende, non, 9 700 € d'amende pour excès de vitesse établi depuis 3 ans alors que j'en ai eu que 4. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais bon, il se trouve que je roule quand même un peu. Je vends du Shropshire sur toute la France, moi, du mouton pour aller nettoyer les vergers notamment j'avais des clients en sapin de Noël sur les Vosges et au Luxembourg, ce qui effectivement me conduit des fois à conduire pas mal et effectivement j'ai eu 4 excès de vitesse en 4 ans. Euh, que j'ai pas reçu apparemment et ça me vaut des surtaxations à hauteur de 1 850 € par PV. On est chez les dingues. Et comme par hasard, on me les ramène maintenant parce que j'ai osé emmerder mon préfet. C'est totalement illégal parce que il se trouve que j'ai dû, suite à ma perte d'exploitation, j'ai perdu près de 200 000 € en 2023, l'intégralité de mon chef d'affaires d'une année. J'ai dû déposer le bilan et me mettre en redressement judiciaire en attendant d'arriver à éradiquer le S-métolachlore qui m'a fait perdre une année de production. Ça c'est fait, c'est corrigé, mais maintenant on n'arrête pas de m'emmerder. Donc là, le dernier en date, c'était lundi dernier. Recontrôle des services vétérinaires pour des cochons qu'on m'a obligé à tuer parce que en plein air et pas aux normes exigées dans le cadre de la peste porcine. On a un pays aujourd'hui où, pour cause de crise sanitaire, on enferme les porcs plein air. La Copperle est contente, ils se mettent à faire du cochon sur paille bio. Et le commun des mortels, lui, n'a plus le droit de faire ses cochons en extérieur, tellement ils ont appliqué les normes de l'industrie au port plein air. Chez moi, c'était l'obligation d'un pédiluve, d'un sas biosanitaire, euh, 2 clôtures distantes l'une de l'autre de 2 mètres autour des vergers et électrifiées sur 1,37 m. Autant dire, je faisais un camp à la Haute-Suisse. C'est tout juste si j'avais pas le droit de mettre des miradors à chaque bout pour surveiller qu'il n'y avait pas un sanglier qui vienne saillir mes cochons. Mais enfin, des débilités, en veux-tu, en voilà. C'était une saisie obligatoire par les services vétérinaires.
pour les envoyer à l'équarrissage. J'ai eu mal au cœur parce que je vous garantis que mes cochons, et je pourrais vous montrer des vidéos, c'était pire que des chiens chez moi. J'ai une piscine en bio, ils venaient se baigner avec moi, on a passé des folies. Enfin voilà, je pense que mes animaux étaient très heureux chez moi. Michel peut en attester. J'ai préféré les tuer et les manger avec des amis plutôt que de les envoyer à l'équarrissage. C'est raison d'être de l'élevage, c'est de nourrir la population, de se nourrir soi-même et pas de faire du gâchis comme ça. Voilà pour le dernier exercice. Donc aujourd'hui, la situation se précise dans ma tête parce que effectivement, je bénéficie maintenant en tant qu'activiste et que sans doute comme Philippe et Michel d'un fichage PPE, c'est personnalité politique exposée. C'est un moyen pour l'État aujourd'hui, alors que j'ai pas de mandat, d'interdire à toute personne ayant ce fichage l'autorisation et la possibilité d'accès aux prêts aux assurances. Autant dire que c'est une mise à mort certaine. Euh, Devant ces faits et fatigué d'autant de combats, je crois que j'ai qu'une solution, c'est de passer le manche. Mon exploitation est un modèle dans le genre, c'est un cadre de vie magnifique. Il y a 30 hectares de verger en bio, de la place pour installer un maraîcher, du photovoltaïque, des hangars avec une dizaine de box à chevaux, un manège, une piscine bio où il fait bon se rassembler, la possibilité peut-être d'agrandissement encore sur 7 à 8 hectares si c'est quelqu'un d'autre que moi qui va les chercher. Enfin bref, il y a un potentiel de ouf, un accueil, un cadre magnifique. De l'hébergement en cours, on a de l'hébergement à finir. On est en train d'aménager des bateaux pour faire du logement léger. Tout ça, c'est des projets en route qui, sans financement, sont voués à ne jamais voir le jour. Sans financement et parce que un emploi du temps occupé à se battre contre l'État et une bande de pourriture et de vautours sans nom qui non seulement occupe les gars comme moi, des gars comme Philippe, à longueur de temps, mais en plus nous coûte des blindes de fou. Moi, j'ai dépensé 25 000 euros d'avocat pour obtenir un plan de cultivation, alors que je suis pas responsable de la perte de chiffre d'affaires qui m'a été imposée. Bref, je suis très fatigué de ces conneries et je veux sauver mon exploitation, qui est un modèle dans le genre. Donc, si vous avez du temps, si vous avez un peu d'argent et que vous voulez qu'il serve à une bonne cause, eh ben, je suis preneur. Le but étant de me remplacer par donc un maraîcher. J'ai besoin d'un arbo quand même. Il faut des gens qui ont un minimum de formation. Enfin, il va falloir une capacité en agriculture. Je pense que c'est quand même nécessaire pour au moins des associés. Mais dans un premier temps, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est installer 4 associés ou 2 couples sur mon exploitation avec une multitude de services et de d'ateliers. Je veux pas quitter comme ça. Bon, je pense que je vais faire une transition pour sur un an ou deux c'est une Formule 1 chez moi quand même, du fait de la complexité des ateliers. Je veux les finir et je veux passer le relais en douceur. Il n'y aura pas besoin de financement, très peu, parce que j'ai pas d'emprunt en fait, et que donc le revenu que je souhaite garder sont du photovoltaïque. Donc la reprise d'exploitation sera très faible, à part sans doute une maison d'habitation qu'il faudra que je rachète puisque c'est mon siège d'exploitation. Et que comme un malheur n'arrive jamais seul, j'ai un divorce en cours. Donc, enfin, il est même passé, mais il y a une bagarre sur la maison d'habitation. D'où l'intérêt d'être Qui est le siège d'exploitation. Enfin bref, ça va se régler incessamment sous peu, mais c'est aussi une des raisons qui me fait baliser parce que
si j'ai la prétention de vouloir racheter la maison familiale que j'ai rénovée par mes mains en grande partie. Un, ça m'emmerde à 56 ans de devoir la racheter, et deux, je pourrais pas la financer autrement que par un tiers. Donc, je suis devant cette absurdité, sachant que de toute manière, j'ai 56 ans et que dans 8 ans maximum, je serai de toute manière obligé de la céder. Autant le faire tout de suite et retrouver un peu de sérénité. Je pense que je l'ai bien gagné. Donc, Voilà, voilà. c'est la Euh, raison pour laquelle tu fais appel à la cagnotte. Et c'est la raison pour laquelle je fais appel à la cagnotte. Alors, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui parce que dans le genre de conneries qu'on me fait, pour vous donner un ordre d'idée de mon emploi du temps, et ça arrive toujours le vendredi, ça. Le jeudi, j'ai fait quasiment 12 000 euros de chèques de fournisseurs d'assurance, de MSA et de ces choses-là. Et le vendredi, j'ai du Trésor public un ATD pour mes sacrées amendes que je ne veux pas payer puisque je les conteste, puisque certaines sont des amendes sur des véhicules que je n'ai pas. Donc une contestation s'oblige, mais c'est encore une volonté de foutre la merde parce que clairement ça oblige à prendre un avocat. Pour récupérer l'ATD, c'est un aviateur détenteur, un ATD. C'est un moyen pour le Trésor public ou l'État ou quelqu'un ayant un droit de bloquer une entreprise. On vous bloque l'intégralité de vos comptes jusqu'à ce que vous ayez accepté de régler la créance qui est réclamée. Alors, un ATD bien supérieur à ce qui m'est réclamé, mais ça me bloque la totalité. J'ai plus rien à dire aujourd'hui. Je peux plus bouffer, je peux plus payer mon fuel, je peux plus payer mon électricité sans cette cagnotte qui, Dieu merci, fonctionne un peu. Et je vous remercie vraiment tous parce que putain qu'est-ce que ça fait du bien euh, d'avoir un peu de reconnaissance et de soutien. Vraiment, vraiment, je remercie ceux qui ont déjà participé. Ça m'a vraiment touché. J'ai eu deux gars qui sont venus là, dont un ce matin, Bernard, qui est venu à 8 heures ce matin. Je t'ai pas réveillé, j'avoue que c'est un peu fatigant tout ça. Et du coup, lui, il est venu de l'Allier, touché par un appel que j'ai fait sur Toxin. Euh, Franchement, quand je vois le peu de soutien que j'ai dans mon environnement proche et qu'on Ouais, a mais des ça, faut comme pas ça, parler des voisins. non, mais Faut pas brasser les énergies négatives, ça sert à rien. c'est pitoyable. Mais Oui, dans le combat, et je crois que Philippe, c'était comme moi, on a fait des super rencontres, quoi. oui, Euh, oui. Vraiment. Et ben, tant mieux. Et c'est vrai que ça fait du bien. Mais on va donner. Donc le projet là, on va faire un village gaulois de résistants au Verger de la Motte. Ça va être un lieu de rencontre, d'ouverture. Le cadre est bien. Euh, donc effectivement, ma priorité c'est de retrouver des gens qui puissent se reprendre le flambeau. Euh, Il y a déjà des gens qui viennent. Hein. Je vais me donner un peu de temps. Il y a un casting à faire. Me tromper parce que je veux surtout pas que 40 ans de ma vie s'éteignent, soient rasés pour faire du maïs dégueulasse par des agrocons. C'est le rôle de l'agriculture, c'est pas de faire du maïs pour envoyer dans des méthaniseurs, c'est de nourrir la population. On est à la veille d'une grosse crise mondiale, je pense, euh, et il va falloir survivre. Il va falloir se nourrir. Il va falloir se rapprocher les uns les autres, de faire de nos combats des combats communs. Sans ça, on n'y arrivera pas. Donc, bienvenue à tous. Je suis visible sur Facebook par Christophe Bito. Bito, c'est B-I-T-U-L-D. Et sinon, ben, on va mettre des liens pour ma cagnotte parce que je vous garantis que j'en ai besoin.
Je suis pas le seul et j'ai bien l'intention d'utiliser ces fonds, pour me sortir de la mauvaise passe comme fait le Trésor public et les impôts et ces chers monsieur préfet pourri que j'ai en Ille-et-Vilaine. Euh, et on va se maintenir, on va s'occuper du combat, on va servir nos expériences pour aider les autres. Ça va être ça notre but. Allez, merci à tous et puis on lâche rien. Merci Christophe. Donc là, je vais passer la parole à Michel. Alors Michel va prendre derrière, il va donner son point de vue concernant cette affaire-là. Allez, vas-y, à toi Michel. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Christophe, et puis bonsoir à vous tous. Alors, je voudrais apporter un éclairage un petit peu sur ce qui arrive à Christophe, mais qui est arrivé à beaucoup d'autres agriculteurs, qui m'est arrivé également. Hein. Et ça, quand on est un petit peu dissident ou qu'on rentre pas dans les bonnes cases, notre vie de paysan devient vite un enfer. Alors, pour comprendre ce qui arrive à Christophe, faut avoir connaissance de deux choses. Le parcours des préfets et la manière dont s'est construite la Ve République. C'est deux choses primordiales. 1944, De Gaulle, après avoir séjourné chez nos amis anglais, a pris la tête d'un gouvernement provisoire. Il en a démissionné en 46 parce qu'il ne s'entendait pas avec l'Assemblée. Et en 47, il a créé un parti qui s'appelait le Rassemblement du peuple français, le RPF. Et le 19 septembre 48, à Chambéry, il a ambitionné de prendre le pouvoir sur ceux qui nous gouvernaient. C'est-à-dire, il a voulu en finir avec le régime parlementaire pour avoir un régime autoritaire qui lui soit favorable, la Ve République. Et c'est là qu'il faut arrêter le roman national. Qui était De Gaulle? De Gaulle était tout simplement le fils d'un fonctionnaire qui s'appelait Henri de Gaulle, qui était précepteur dans la Sarthe des enfants d'un marquis, le marquis de Talouet, qui était député et ministre. Alors, son père avait été fonctionnaire, instituteur, précepteur, et il a fini inscrit au barreau. Il a fini avocat. Alors, De Gaulle, très peu de gens le savent, mais De Gaulle avait des origines juives. Il avait dans ses origines la famille Kolb, des juifs allemands. De Gaulle était d'origine juive allemande. Il a été très proche des milieux financiers, il était proche des milieux caboulards, et il était admirateur, comme son père, d'un homme qui s'appelait Charles Maurras, qui était à cette époque-là quelqu'un de proche de l'extrême droite et qui voulait en finir avec le régime parlementaire. Donc ça, c'était des mouvements terroristes. Hein. C'était purement et simplement des mouvements terroristes, la cagoule, ce qu'on appelait le SARN. Il a été présenté à Churchill par un diplomate qui s'appelait Roland Jacquin de Margerie, dont le père, Pierre de Margerie, avait été ambassadeur de France en Allemagne entre les années 1922 et 1931. Donc De Gaulle, jeune capitaine, est présenté par Roland Jacquin de Margerie à Churchill, qui dit carrément cet homme, c'est l'homme de nos intérêts. Donc c'est l'homme des intérêts des riches familles françaises, de la finance en clair. Et De Gaulle va pervertir la République. Il va agir sur trois fronts. Il va se réserver l'action politique, ça c'est son précaré. Hein, il n'a jamais rien fait d'extraordinaire en tant que militaire, De Gaulle. Hein, ça a été toujours un bon baratineur. Hein, ça, c'était un très bon orateur, comme son père. Mais ce gars-là, il a rien fait d'extraordinaire sur le plan militaire. Hein. C'était pas le général Leclerc de Haute-Bloc. Hein. C'était une autre dimension, un autre parcours. Militairement, c'est quelqu'un qui valait pas grand-chose. Hein, je crois qu'il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, hein, parce que le roman national, ça suffit. Et ce type va infiltrer tous les cercles de pouvoir avec ses anciens amis du BCRA, donc un service secret qu'il avait monté à Londres, qui était composé d'amis polytechniciens, souvent des fils d'industriels, qui étaient tous à la solde, soit des milieux financiers, soit du milieu du grand patronat. C'était les milieux patronaux qui étaient derrière. Oui, souvent. Les Pierre Billotte, les De Wavrin,
colonel Passy et autres, tous ces gens-là, les Pierre Guillaumat, fils de militaires, c'est tous ces gens-là qui ont été infiltrés dans toutes les grandes entreprises et dans tous les corps d'État. Mais il y a eu aussi, et ça c'est beaucoup moins glorieux, il va s'entourer d'une milice qui va être composée de truands et de barbouzes. C'est des gens qu'on va faire sortir de prison. Derrière ça, il y a un avocat qui est originaire de la Manche, qui était né à Tour-la-Ville, qui s'appelait Pierre le Marchand. Et ce type-là utilisait à son insu la signature d'un médecin général des prisons françaises, qui s'appelait le docteur Georges Fully. Et en fait, il faisait libérer des gars qui avaient pris perpète ou qui avaient pris 20 ans. Il est libéré pour maladie incurable. Et ces gars-là, on leur donnait une jolie carte tricolore, on leur donnait un calibre, on leur donnait du fric, et ils allaient éliminer ce qui plaisait pas en face. Voilà, c'était ça De Gaulle. On a éliminé tout ce qui pouvait emmerder la trajectoire de tous ces grands entrepreneurs-là. Voilà, on y allait par la méthode forte. Et ces gens-là vont tout noyauter. Ils vont devenir quelquefois DRH dans les grandes entreprises, comme Alfred Sirven, qu'on a retrouvé dans l'affaire Elf. C'était pareil, un mec qui avait fait les 400 coups. Ce gars-là était DRH chez Moulinex. On sait comment ça s'est terminé chez Moulinex. Après, il a été embauché chez Elf parce qu'il avait été chez Ron Poulenc avec Guillaumat. Guillaumat que De Gaulle avait placé à la tête d'Elf. Donc tout ça, c'était pour les barbouzeries en Afrique, pour quasiment des actions criminelles. Et comment on peut expliquer qu'un mec comme De Gaulle, origine juive, puisse s'allier avec un type comme Jacques Faucard. Jacques Faucard, que j'ai eu moi pendant la Résistance ici, où il exploitait une centaine d'hectares de bois à Rannes, à côté de chez moi. Ce mec-là faisait du business avec l'organisation Todt, donc avec les nazis. Il a été incriminé dans deux affaires criminelles. Le maire de Lougé-sur-Mer qui a été assassiné, parce qu'en fait, il avait fait du business avec les armes de la résistance. Faucard avait fait le commerce des armes de la résistance, et il avait flingué, en plus, un type qui s'appelait François Van Aerden, qui était un diplomate belge, et qui servait de traducteur entre Todt et Faucard. Ce type-là, il a été éliminé, et voilà avec qui De Gaulle s'est allié à la fin de la guerre. Ça pose question, il n'y a pas eu que lui. Il y en a eu un deuxième, qui s'appelait Pierre de Varga, qui lui faisait partie de la Gestapo de Bourges. Pour m'expliquer, moi, comment quelqu'un d'origine juive va s'allier avec quelqu'un de la Gestapo. Il y a des choses il y a quelque chose qui colle pas dans le roman national. Et en fait, tous ces gens-là vont infiltrer la police. Donc, il va y avoir une partie de criminels corses qui vont s'adjoindre aussi. Ils vont infiltrer la police, ils vont infiltrer la justice, ils vont infiltrer toutes les grandes entreprises, ils vont infiltrer l'information. En 64, on va créer l'ORTF, où on va mettre à la tête de l'ORTF René Tomasini, un Corse. Alors, Tomasini, je peux vous en parler parce que moi, mes emmerdements, je me suis frité avec son fils ici, qui était l'ancien l'ancien chef de cabinet de Charles Pasqua, et qui avait reçu Madame Pia, la députée du Var, 3 jours avant sa mort, la députée du Var assassinée. Voilà avec qui je me suis frité. Il faut qu'on fasse le relais, Michel, avec les préfets, pour pas qu'on trompe les gens. On va le faire. Là, il faut qu'on revienne à la cagnotte à Christophe. Tous les crimes politiques nous ramènent en France, jusqu'à aujourd'hui, nous ramènent à ces gens-là. Voilà. Et tout ce joli monde a été financé par les activités criminelles ou par les recettes d'une société d'import-export qui s'appelait la Safiex. Faucard avait plusieurs entreprises, dont la Safiex, qui était une entreprise d'import-export de bananes. Oui. Parce que le père de Faucard avait été maire de Goubert dans la Guadeloupe, et il était planteur. Et tous les trafics avec l'importation des bananes servaient à payer les barbouzes. Et c'est comme ça qu'en 1970, il y a toujours besoin de plus en plus de pognon. On va utiliser massivement un insecticide complètement pourri, le chlordécone, pour s'attaquer aux charançons sur les bananes. Voilà ce qui va se passer. Donc, on n'a rien à foutre de la population. On peut faire crever la population. Ce qu'il faut, c'est plus de fric pour payer toute cette merde-là. Et là, on va augmenter donc les profits, les rendements et les profits, mais on va empoisonner 90% des gens de l'île. Aujourd'hui, le chlordécone en Guadeloupe, c'est 90% de la population touchée.
Et vous allez me dire, non, mais Michel, on n'est plus là-dedans aujourd'hui. C'est fini, l'époque Focard est terminée. Bah voyons. Bah voyons. Et vous croyez que la gangrène ne continue pas? Hein, là, on a eu une charmante dame. Alors moi que j'appelle Madame Maxette Pirbecas. Elle s'appelle en clair Madame Maxette Pirbacas. Ça a été la présidente de la FDSEA de Guadeloupe. Hein, Oui, une jolie plante. exact. Estampillée Rassemblement National. Oui. Élue députée européenne en 2019 au Parlement européen. Qui ensuite soutient Éric Zemmour. Qui après se rapproche de Reconquête. Alors, elle a tabassé son ex. Hein, son ex-mari était obligé de se barrer. Il était même menacé de mort. Hein, je crois qu'il va falloir Guadeloupe va falloir remplacer le chlordécone, je pense, par le Lexomil. Hein, parce que il y a un moment où ça va poser problème. Et en fait, cette nana, elle a un petit peu fait chauffer, elle a fait chauffer la carte bleue de la FDSEA, puisqu'elle a quand même réussi à détourner, accrochez-vous bien, 57 000 euros. Oui, c'est vrai. Hein, donc, quand vous voyez les syndicats, là, vos syndicats agricoles, ils en ont rien à foutre du monde paysan. C'est qui veut gagner des millions. C'est la course à l'échalote pour gagner les chambres. Pourquoi? Vous avez compris? Vous voyez, à la tête d'une simple fédération départementale, d'un syndicat majoritaire, on peut détourner allègrement 57 000 euros, faire des faux PV de réunion d'assemblée générale. Hein, et ça, c'est exactement la méthode qui a été utilisée avant 2002 par la direction centrale de la mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la MSA. Hein, le directeur est margé à 240 millions de centimes à l'année, 97 millions pour son sous-directeur, page arrachée. Je vous assure, hein, un club de boulistes est mieux géré que la MSA. Hein, ils ont complètement grugé la caisse. Et naturellement, en 2002, ça leur est tombé dessus. Ils ont eu quelques comptes à rendre. Mais ces gens-là s'en tirent toujours bien, puisqu'elle a pris quoi? Elle a pris un an de tôle avec sursis dans l'affaire. Elle a pris 8 000 euros d'amende et 5 ans inéligible. Alors, cette charmante dame aussi, elle oubliait de payer son petit personnel, parce que son attaché parlementaire, lui, n'était pas payé. Donc, elle a été condamnée, recondamnée une deuxième fois devant les prud'hommes, à verser, accrochez-vous bien, 160 000 euros de salaire impayé à son assistant parlementaire, Moïse Kizoba. Ah, faut déjà le faire. Faut déjà y aller quand même, hein. Mais rassurez-vous, ça se passe aussi en Corse, et ça n'est que le reflet de ce qui se passe en métropole. Faut pas vous faire d'illusions. C'est beaucoup plus caché, mais c'est exactement la même chose. Alors moi, quand je vois Zemmour, quand je vois Madame Knafo s'afficher avec ce genre de personnage, je m'interroge. Parce que Zemmour s'était clairement affiché avec Madame Pirbacas. Hein, et je m'interroge encore plus quand je découvre que Gilbert Paillet, hein, qui était qui était préfet de Saône-et-Loire, vous savez, à l'époque où on a eu un agriculteur qui était aussi dissident qui s'est fait flinguer dans le dos. Il a pris 3 balles dans le dos par la gendarmerie. Jérôme Larose. Hein, quand on voit Monsieur Paillet devenir, accrochez-vous bien, le mandataire financier de la campagne d'Éric Zemmour, posez-vous les véritables questions pour lesquelles Monsieur Laronce a été assassiné. Parce que la plupart des préfets, comme ceux qui sont passés chez Christophe, hein, parce que Knafo, en fait, elle a été stagiaire en plus de Paillet, quand Paillet a été préfet à Pau. Vous savez, là, le nid de pédophile, l'affaire Betaram chez Bayrou. Hein, elle était, à cette époque-là, elle était stagiaire du préfet Paillet. Hein, et il y a un dénominateur à tous ces gens-là, c'est qu'ils ont tous été trésoriers de partis, hein, ou de partis politiques, ou de candidats aux campagnes électorales. Alors, cherchez l'erreur. Philippe a eu droit à Philippe Gustin. Gustin, conseiller ministériel de Sarkozy, conseiller de Luc Châtel à l'industrie puis à l'éducation nationale, conseiller de Christine Lagarde. Et ce mec, il est directeur général de l'UMP. C'est le monsieur propre des finances de l'UMP quand le parti, il a un trou de 69 millions d'euros. Voilà où il est, ce mec. Comment on ramène 69 millions d'euros dans un parti politique qui a été pillé? Où on trouve l'argent? Monsieur était qualifié du monsieur propre de l'UMP, qui est devenu les Républicains, hein, après le coup de nettoyage de printemps. Ce monsieur a été directeur de cabinet de Lecornu et il est devenu préfet de Guadeloupe.
Voilà, naturellement, encore pour couvrir les affaires du chlordécone. Et monsieur est arrivé préfet d'Ille-et-Vilaine. Alors aujourd'hui, le préfet de Christophe, je suis pas du tout étonné de ce qui lui arrive, c'est monsieur Amaury de Saint-Quentin. Pute, ange, ponte et crétin. Puisqu'il habitait Putange, Ponte et Crétin, dans l'Orne. Donc, monsieur a été conseiller général de l'Orne, vice-président du département de l'Orne, de 1994 à 2008. Oui. Maire de Putange, Ponte et Crétin. De 95 à 1999. Mais aussi suppléant de la députée Sylvia Basso. Et qui était Madame Sylvia Basso? C'était la femme, tout simplement, de cet individu pas très clair, qui a été un des fondateurs de l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, donc les gros coups en Algérie. Et Monsieur Basso a été impliqué dans l'enlèvement et l'assassinat du trésorier de l'OAS, Monsieur Raymond Gorel, avec son copain Jacques Lafaille, qui était un des lieutenants de Bob Denard, qui était un braqueur sur Nantes, et monsieur Jean-Jacques Susini, qui était aussi braqueur, lui, mais sur Marseille. Je vais tirer le gros. Voilà aujourd'hui ce que les gens élisent. Non mais, faut arrêter. Voilà ce qu'on élit aujourd'hui dans nos campagnes, là. Non, tous les ramassis de cutéreux. Non mais, il faut quand même arrêter, quoi. Il y a un moment donné, il faut quand même un peu de sérieux. Alors, moi, il faut m'expliquer comment un mec qui est attaché qui est supplément d'une nana qui fait partie, dont le mari a fait partie de l'OAS, devient plus tard, il passe carrément, lui, au chef de cabinet du secrétariat général du RPR. C'est là où il va rencontrer Sarkozy. Et c'est là où, en 2002, il va devenir, accrochez-vous bien, trésorier de campagne de Jacques Chirac. Alors moi, je peux vous en parler de cette affaire-là, parce que Christophe, ton ami de Saint-Quentin, il était comme toi, il était arboriculteur. Et c'était à l'époque des trafics d'alcool sur le pays d'Enfronté, parce que moi j'étais commerçant à l'époque, et moi j'avais de mes commerçants des trafiquants d'alcool. J'avais une nana qui montait des 600 litres d'alcool frelaté avec la XM d'un trafiquant d'alcool ici bien connu dans le Donfronté, et cet alcool-là était livré à la frontière belge dans des labos qui servaient à élaborer l'ecstasy, les produits pour l'engraissement des bovins, et la dope. Voilà les dessous de la campagne de Chirac. Et ce mec, ce trafiquant d'alcool, il avait tous les week-ends à bouffer chez lui un type qui était le patron du fisc ici, qui s'appelait monsieur François Vivier. Et ce mec avait aussi 5 putes à Saint-Malo. Alors Michel, pour que les gens comprennent bien le lien entre aujourd'hui, le problème de Christophe, que les gens comprennent bien, parce qu'on risque de les noyer là, avec tous les noms qu'on a donnés. Mais non, mais moi c'est du vécu. Oui, oui, c'est du mais vécu. que les gens fassent bien le lien entre ce qu'arrive à Christophe et... Alors, attends, parce que là, il y a quand même une chose, ce type-là, j'ai quand même terminé. Il rentre dans la préfectorale grâce à Nicolas Sarkozy en 2008. Voilà. Il devient préfet de l'Ardèche. Le préfet de l'Ardèche, c'est pas compliqué. Là, c'est la banque de Lubac. De Lubac, c'est tout simplement Jean-François Étienne Desrosiers. C'est toute l'évasion des capitaux en France. Il est trempé avec l'affaire les affaires kazakhs avec les hélicoptères. Il est trempé dans une grosse affaire et monsieur Jean-François Étienne Desrosiers se vantait d'être à l'étang rompu le jour où ils ont tabassé Boulin. C'est quand même, c'est pas du léger quand même. Et ce type, il était en Ardèche de 2008 à 2011. Il passe en Guadeloupe de 2011 en 2013 et il passe à La Réunion de 2017 à 2019, préfet de La Réunion, pour arriver préfet de Corse. Et vous savez quand il est devenu préfet de Corse? Quand on a assassiné, quand on a passé à tabac notre ami Yvan Colonna. Yvan Colonna, dont Franck Elonguébé, qui a été accueilli à la prison de Condé-sur-Sarthe à côté d'Alençon, qui révèle aujourd'hui qu'il a été approché par des gens proches de la DCRI pour éliminer Colonna. Il fallait pas que Colonna sorte vivant. Pourquoi? Parce que l'assassinat du préfet Erignac, c'est une affaire qui touche à la fois le monde agricole, le préfet Bonnet avait raison, il y a une piste agricole, et il y a une piste qui ramène à l'affaire Elf.
Je travaille depuis un mois sur le dossier ELF. Et je vais vous dire, des salades, on ne m'en raconte plus. Et vous voyez, dans quelques jours, je vais refaire une émission avec Christine de Bijoncourt. Voilà. Donc, je vous assure que l'affaire, le dossier ELF, je le connais par cœur. Qu'est-ce que ce mec, trésorier, ancien trésorier de Chirac, est allé foutre préfet en Corse au moment où on a buté Colonna? Quand on sait que ELF avait été mis en place Pierre Guillaume, un ami donc qui était le fils d'un militaire de la Sarthe, de la Flèche, qui était un ami du père de Gaulle. Quand on avait mis André Tarallo, un Corse, qui était proche d'un certain Mathieu Valentini, dont Jean-Pierre Valentini deviendra impliqué, blanchisseur du gang de la Brise de Mer, sera impliqué avec un homme ici qui s'appelle Claude Dauphin dans des magouilles pétrolières, dans des magouilles de déchets, dans lequel l'ancien ministre du budget, M. Alain Lambert, vient de se trouver condamné. Voilà ce qu'on a. Voilà la merde qu'on a dans la préfectorale aujourd'hui. Hein, il faut que les gens comprennent ça. Aujourd'hui, c'est plus des préfets, c'est plus un fonctionnement normal de l'État qu'on a. C'est un ramassis de voyous qui devrait être au Beaumet. C'est hallucinant quand même. Mais aujourd'hui, il faut avoir porté ses couilles et le dénoncer. Et moi, je vais m'y employer. Moi, j'ai jamais eu peur dans ma vie. Jamais. Que chacun aujourd'hui porte ses couilles. Et je vous assure, avec Christophe, si on arrive, j'espère, aidez-le parce que vraiment, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Parce que nous, on va s'attaquer au système. C'est le système qu'on va dénoncer. Et rassurez-vous, ça fait des années et des années et des années que je travaille. Toute l'arborescence de ces réseaux-là, je les ai faits. Toute l'arborescence est faite. De tous les réseaux, que ce soit les trafics de drogue, que ce soit les réseaux pédophiles, que ce soit tous les réseaux d'armes, tout se tient. Tout. Et derrière, vous avez quoi? Derrière, vous avez tout simplement la CIA et vous avez le Vatican. Justement, je suis désolé. Justement, l'idée, Michel, de ça, ce soir, de soutenir Christophe, lanceur d'alerte, hein, c'est que derrière, on en reparlera dans d'autres émissions, mais l'idée derrière, c'est de faire un cercle de réflexion. Tu peux en parler un peu, Michel? C'est tout à fait ça. Il faut absolument, il n'y a rien à espérer de la politique. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu le niveau dans lequel on donne aujourd'hui. Ah oui. On est avec des psychopathes, mais vraiment des psychopathes. Regardez la tronche de tout ce qu'il y a dans la Macronie. Vous espérez encore des choses de ces gens-là? Regardez la tronche de Bardella. Non mais moi vous me faites marrer. Les gens qui suivent la CNAFO, là, qui suivent Bardella et compagnie, mais je suis pas que sur les partis de droite. En face c'est pareil. Hein, la NUPES c'est pas mieux. Qu'est-ce que vous avez à attendre de ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là vous ont apporté depuis 30 ans? Donc aujourd'hui, c'est la société civile. Il va falloir qu'on commence à monter des centres de réflexion, des cercles de réflexion. C'est ce qu'on va faire avec Christophe. Je vous assure, on va monter le Davos. Chez Christophe, ce sera le Davos des contestataires, des Gaulois réfractaires. Voilà. Et on va modéliser aujourd'hui des exploitations qui tiennent la route pour que les gens puissent prétendre en vivre et pouvoir les reprendre. On va faire des modèles, on va faire un travail d'audit, on va décortiquer pourquoi les gens aujourd'hui sont face à des difficultés dans le monde agricole, parce qu'il y a effectivement des choses. On va faire un véritable boulot de recherche et on va s'employer à ça. Donc on travaille sauver Christophe, mais nous, en contrepartie, on va aussi travailler pour vous. Voilà. Parce que là, l'agriculture, si on ne fait rien, je vous assure, là, on a une guerre qui se profile. Je peux vous dire que les gens en France vont crever la faim. S'il n'y a rien de fait aujourd'hui, je vous assure, quand vous regardez le chemin que ça prend avec l'Ukraine, avec von der Leyen, avec Macron, eh ben faites bien attention à ce qui va venir dans les années à venir, elles vont pas être belles. Et aujourd'hui, s'il n'y a plus d'agriculture, vous creverez de faim. Donc il y a un moment donné où il faut réinstaller des agriculteurs, parce que de toute façon, là, on voit, il n'y a plus de reprise, il n'y a plus rien. Il faut recréer des modèles où les gens puissent dégager du revenu. Et de toute façon, il n'y a qu'une seule chose pour avoir du revenu en agricole, et il n'y en a qu'une, c'est la vente directe. C'est des exploitations où on a peu d'endettement et on peut
faire de la vente directe, des productions spécialisées. Voilà. Puis Donc, écoutez, on compte sur vous. reprendre la facture pour ce qui n'est pas en vente directe, avoir des organisations de producteurs indépendantes. On compte sur vous hein, là-dessus. Et je vous assure, vous pourrez compter sur nous parce qu'on va remonter les bras de chemise. Ouais. Très bien, donc on va arriver à la conclusion. Donc tu soutiens Michel, tu demandes aux gens de donner un coup de main à Christophe pour le soutenir, quoi. Tout à fait. Voilà. Et puis, on fera des conférences, on fera tout un système, même pour former les gens, pour informer les gens de ce qui se passe, parce que les gens, quand ils prennent effectivement des activités, ils savent pas des fois à quoi ils s'exposent. Nous, on a l'expérience hein, derrière. Voilà. Moi, je travaille depuis quasiment 15 ans. Je ne fais que du renseignement. Et vous savez, la nuit dernière, j'ai pas dormi 1 heure et demie. Ouais, ouais, ouais. Bon, Philippe en est écoute, témoin. Je crois que Philippe, à 4 heures du matin, il recevait encore oui, parce que tout ce oui, que je vous dis là, Philippe en a les copies. oui, oui, Moi, tout jusqu'à ce que je 4 heures dis, du matin, des fois, on travaille, oui. Donc, merci Michel. Comment Christophe, un petit mot de la fin, puis on va conclure. Moi, je dirais simplement, il faut que les gens ils essayent de voir les enjeux qu'il y a dans cette démarche. Vas-y, Christophe. Les enjeux, ils sont clairs. Faut qu'on se tienne les uns les autres. On a, je pense, chez moi, un truc à faire ensemble. Faut que le combat s'organise et qu'on avance. Euh, je suis en Ille-et-Vilaine. Mes préfets est sans doute pas très joli. Je croyais pas avoir de individus de cet acabit qui se suivent de près, de la Guadeloupe à la Corse, en passant par l'Ille-et-Vilaine. Je ne parle pas du département de Michel, qui pour moi est une véritable ornière, aujourd'hui et hier. Allez, bon courage, on tient bon, on lâche rien et puis on va les avoir. Eh ben, merci beaucoup à tous et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres émissions parce que le combat va continuer. Merci et je vous dis à bientôt.